La Elbe et l'IEX présente le MAG des libertés. Bonjour Jules. Bonjour Marie. Et bienvenue à tous dans ce 3e numéro du MAG du Festival des libertés. Au programme de cette émission, nous allons démarrer avec un libre d'en parler de Léane Alestra, essayiste, journaliste que Léa a rencontré. Rendez-vous également derrière les rideaux pour une plongée dans les coulisses avec un personnage un peu particulier, le crieur du festival. Enfin, nous vous ferons danser sur de la musique électro avec French 79, enfin faut dire French 79. Mais tout d'abord, l'actu avec un débat homme, féministe comme les autres. Il y avait beaucoup de monde. C'est un reportage réalisé par Charlotte et Maxime. Point d'actu. Faire un pas de côté pour sortir du chemin tout tracé ou des années d'inégalité. Il faut aussi pouvoir se dire que ces violences, ce sont parfois nous-mêmes qui les commettons, vous, moi, même avec les meilleures intentions du monde. À la base, c'est de ces hommes-là que je veux parler. C'est des poseurs, des faux alliés, justement, qui sont au mieux inutiles et au pire dangereux pour les femmes, pour le féminisme à la rigueur, mais pour les femmes et pour les personnes sexisées. En ce 3e jour de festival, le studio du Théâtre National a accueilli le débat « Les hommes, des féministes comme les autres ». Devant un public venu nombreux, une activiste féministe, un auteur, une écrivaine et un chercheur ont interrogé la place des hommes au sein de la cause féministe. Il y avait 2 hommes, 2 femmes. Ça me semblait essentiel de proposer une parité parce qu'on parle de la place des hommes dans le féminisme. J'allais ni donner la parole juste à des femmes, ni juste à des hommes. Parce que j'étais un homme, les hommes qui étaient concernés écoutaient, et puis les organisatrices de l'événement me disaient « c'est incroyable, tu as dit exactement ce qu'on dit », enfin, voilà. Mais ils t'ont écouté. Et donc il y avait un privilège, donc c'est là qu'on essaie d'utiliser sa position dominante pour le faire. Je pense que tout le monde était de bonne volonté, donc forcément on est toujours la crainte d'être un peu entre soi, mais je pense qu'on a pu parler à plein de gens ce soir et c'était vraiment très important, je pense. Je voulais vous partager juste une histoire et vous poser la question de comment vous réagissez ou réagiriez face à ce que j'appelle le ouin-ouin des hommes bien. Je pense que si on le perçoit nous comme du ouin-ouin, c'est parce que c'est pas amené de la bonne manière et ça c'est pas c'est à eux de faire ce job-là, d'apprendre non seulement à écouter, mais aussi à amener leurs questionnements qui sont valides, légitimes, etc. Aux bonnes personnes et au bon moment. J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un intérêt, pas juste une curiosité, mais vraiment un intérêt pour le thème. Et les questions qu'on a eues après étaient quand même des questions qui étaient assez profondes parfois, avec des partages de vécu assez durs parfois, mais aussi avec des questions qui essayent d'amener les choses plus loin. Donc ça montre que ce qu'on a dit a été entendu et que les personnes essayaient de passer à la phase d'après. Merci à vous toutes et tous d'être venus si nombreux. Être un homme féministe, ce n'est pas parler à la place des femmes, mais marcher à leur côté. Le débat l'a rappelé, l'égalité c'est l'affaire de toutes et tous, à condition que chacun y mette du sien. Dans notre séquence libre d'en parler, nous allons à la rencontre de Léane Alestra, une essayiste et journaliste française spécialisée en études de genre. Elle était au Festival des libertés pour participer à un débat. C'est Léa qui a eu la chance de faire une petite balade avec elle. Libre d'en parler. Bonjour Léane Alestra. Bonjour. Vous êtes journaliste politique et autrice. Le Festival des libertés a décidé de mettre en avant le dialogue cette année. Mais selon vous, comment est-ce que la rencontre entre des voix qui ne se comprennent plus est-elle encore possible ? Elle est possible si on a un socle commun de base qui est notamment la lutte contre l'extrême droite et puis ensuite il faut que chaque lutte et chaque personne essaye de comprendre les dynamiques qui se jouent et de se mettre justement en conversation là où les possibilités d'échange sont possibles encore. À l'ère des réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut, on le sait, les réseaux sociaux mettent en avant des algorithmes qui poussent un contenu polarisé? Comment est-ce qu'on peut maintenir un dialogue sur ces plateformes? Déjà, en fait, ça ne peut pas suffire. Les plateformes en elles-mêmes, il faut qu'il y ait une organisation autour qui soit conséquente et donc on crée du lien social in situ, dans les associations, autour de nos villes, dans nos quartiers. Et ensuite, les réseaux sociaux doivent être utilisés comme outil pour justement informer de ce qui se passe dans les environnements et à quel point il y a de l'organisation qui se passe pour relayer des informations, tenir au courant et essayer de recruter des personnes qui auraient envie de s'engager, par exemple. J'ai créé un média
média du coup qui était à la fois un podcast, qui était aussi sur Mediapart et en même temps aussi sur Instagram qui s'appelait Mécréante. Et donc j'étais toute seule derrière, mais je me suis posé la question justement de comment faire en fait avec ces plateformes. Là il y avait 90 000 personnes, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup j'ai décidé de faire en sorte que Mécréante devienne une vraie rédaction collective qui s'appelle maintenant Problématique. Et du coup on a décidé de coder un site de façon totalement indépendante où il y aura tous les articles à retrouver et on utilisera les réseaux sociaux comme une plateforme en fait pour parvenir à ensuite amener les gens sur le site internet. Justement, vous avez analysé des discours et des personnalités de l'extrême droite, mais quel rôle la culture et l'art peuvent-ils jouer dans la lutte et la montée de l'extrême droite? Mais alors la culture et l'art permettent des imaginaires et donc parce qu'ils permettent des imaginaires, ils permettent de penser d'autres façons d'appréhender le monde, de faire société, de créer du lien. Et donc tout ce qui est créativité va nous aider à sortir potentiellement du statu quo si on le met à l'œuvre pour ça. Et c'est aussi pour ça que l'extrême droite attaque beaucoup la culture et l'art parce qu'ils sont à même de créer des liens, des nouvelles façons de penser, de réfléchir et de voir le monde qui peuvent être potentiellement subversives et donc dangereuses quand on a une vision de la société très rigide qui doit s'organiser autour d'un ordre strict. Vous êtes ici pour un débat. Pourquoi est-ce que ça vous tient particulièrement à cœur? Parce que déjà, je pense que c'est important de rencontrer d'autres personnes qui ont travaillé sur l'extrême droite ou qui ont vécu les conséquences de l'extrême droite dans leur chair et qui en ont fait une expérience. Et ensuite, je pense que c'est important, parce qu'il y a une vraie diversité sur ce panel, mais d'avoir du coup ces points de vue qui se mettent en regard, qui dialoguent pour justement commencer à créer du lien entre nous, mais aussi avec le public qui est là ce soir. Merci beaucoup Léane, je vous souhaite un bon débat et un bon festival. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Au Festival des Libertés, c'est l'occasion de parler de liberté de la presse. Ces dernières années, on n'a jamais autant recensé des journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions. C'est le thème du débat Stop Killing Journalism. On retrouve Nathan aux côtés de Waoub Fayoumi, journaliste à la RTBF. Bonjour Waoub Fayoumi. Bonjour. Vous êtes journaliste à la RTBF au service international et vous participez au débat Stop Killing Journalists. Depuis octobre 2023, plus de 200 journalistes palestiniens ont été tués en Palestine. C'est presque 2 fois plus que le nombre de journalistes tués mondialement les 3 années précédant le conflit. C'est inquiétant. C'est assez inquiétant et je suppose que c'est pour ça que le Festival des Libertés a voulu mettre ce sujet en exergue. En fait, il y a eu un rassemblement, il n'y a pas longtemps, c'était en été, qui a été organisé par la Fédération européenne des journalistes et par la Fédération internationale des journalistes. Ici à Bruxelles, on était très nombreux et je pense vraiment que ça a montré que les journalistes, qu'on n'entend pas dans les manifestations, on ne manifeste pas souvent, que les journalistes étaient très touchés par rapport à cette information parce que c'est vraiment quelque chose qui interroge et qui inquiète. La façon dont les journalistes sont tués à Gaza, mais aussi en Ukraine, fait que les médias et les journalistes osent moins s'aventurer sur des terrains dangereux? Oui, il y a certaines entreprises de médias qui hésitent. Ne fût-ce que pour des questions d'assurance, par exemple. C'est vraiment très compliqué de protéger ces journalistes au front, par exemple. Mais bon, ça a toujours été comme ça. Simplement, aujourd'hui, effectivement, dans certains conflits, on voit que les journalistes sont directement ciblés. Et c'est ça qui est très inquiétant. C'est qu'en fait, on veut invisibiliser la seule voix qui pourrait parler de ce qui se passe réellement dans un conflit, que ce soit une partie ou un autre à un conflit. Ces parties-là ont intérêt à ne pas faire savoir ce qui se passe réellement sur le front. Et donc c'est ça qui se passe en réalité aujourd'hui. Et vous, en tant que journaliste qui avez travaillé sur des terrains comme l'Ukraine, est-ce que ça vous freine pour vos missions futures, tout ça? Je pense qu'en tant que journaliste, on doit être conscient effectivement des risques, des dangers qui sont vraiment réels, qui ont, je le répète, c'est pas nouveau, je veux dire, les correspondants de guerre, il y en a toujours eu, qui nous ont permis de comprendre énormément de choses, pas uniquement sur le moment même, mais aussi sur le temps long. Donc ce que ramènent les correspondants de guerre peut servir à des documentaires, à illustrer l'histoire, à des archives historiques. Donc c'est très important que ce métier soit réellement protégé et que les journalistes se rendent compte qu'il est important de poursuivre cette activité-là. Maintenant, je pense réellement aussi qu'il faut alerter sur le ciblage délibéré des journalistes. Une chose est de partir en terrain dangereux, en sachant qu'il est dangereux, en prenant les précautions sur un terrain dangereux. Une autre
et de se sentir une cible, comme un ennemi à abattre. Et ça, c'est intolérable, évidemment. Alors merci Wahoub Fayoumi pour cet entretien et merci de porter ce sujet qui mérite de l'attention. Merci à vous. Si vous êtes déjà passé au Théâtre National, vous aurez certainement déjà entendu la voix. Le cri du fameux crieur du festival. Il s'agit d'un artiste qui réalise une performance vocale hors du commun. Alors, on ne va pas l'entendre crier, mais on va faire connaissance avec lui. Célia et Anouk sont allés à la rencontre de ce drôle de personnage. Derrière le rideau. Ouais, ta gueule? Non mais meuf, regarde. Pourquoi tu cries ta gueule? Mais parce qu'il y a un crieur public. C'est quoi un crieur public? Je sais pas. Bah viens, on va voir. Vas-y. Allez. Oh mais il est là le crieur, meuf. Excuse-moi. Est-ce que c'est toi le crieur? Ok. Et donc tu fais quoi? Tu cries juste dans la salle comme ça Alors je crie précisément les messages que les gens, tu vois, je suis en train de trier, que les gens postent dans la boîte. Ok. Donc le principe c'est que tout le monde peut écrire son message et c'est moi qui crie. Et vous écrivez, je crie. C'est ça, un vrai moment d'émotion ensemble. On rigole ensemble, on peut avoir des deuils ensemble. Il peut y avoir des célébrations de l'amitié, de l'amour, des demandes en mariage. Mais ici, en plus, c'est totalement en lien avec le thème de cette année qui est le dialogue. Ouais. On me remercie souvent d'ailleurs d'être le haut-parleur des gens qui osent pas parler. J'ai un vieux monsieur qui est venu me voir à la fin d'une criée, qui m'a dit « Tu te rends compte de ce que tu fais ? C'est magique en fait, tu te rends pas compte de la puissance émotionnelle de ce moment. On se sent ensemble alors qu'on se connaît tous pas du tout. » Des fois, j'ai des messages qui disent « J'ai pas d'inspiration, je voulais juste vous envoyer de l'amour. » Et du coup, c'est... Tu vois, par exemple, celui-là « Bonjour, je suis l'amour qui circule en vous et j'aimerais vous dire « Laissez-moi passer !» C'est tout bête. Bah tu vois, ça servait à rien de crier. Mais c'est vrai, puis comme ça, tu m'insulteras plus. Quelle justice pour les mineurs d'âge condamnés? C'est une question, un débat de société difficile. Isabelle Serret est notre invitée. Elle est sociologue clinique et autrice de William ou le sens de la peine. On retrouve Anouk qui est à ses côtés. Isabelle Serret, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes au festival pour raconter la vie de William. William, c'est ce qu'on appelle un jeune dessaisi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie? Oui, alors on dit jeune dessaisi, mais on devrait plutôt dire un jeune qui a fait l'objet d'un dessaisissement, parce que William ne s'est dessaisi de rien. En fait, ce que ça veut dire, c'est que vu la gravité des faits et d'autres choses, son comportement, etc., à un moment donné, le juge de la jeunesse se dit qu'aucune mesure protectionnelle ne serait applicable à William. Et donc, il s'en dessaisit et le confie au ministère public, qui lui le confie à la justice des adultes. Et alors, la Convention internationale des droits de l'enfant stipule qu'il faut privilégier la protection des mineurs. Pourtant, la Belgique, elle a été condamnée plusieurs fois. Oui, alors je sais qu'il y a des contradictions au niveau juridique entre ce que l'État belge permet et la Convention du droit des enfants. Alors, ce n'est pas mon domaine, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des jeunes qui sont en souffrance parce qu'ils sont encellulés dans un système qui ne prévoit pas leur réinsertion. D'accord. Et à quel point est-ce que le dessaisissement entre en contradiction avec la philosophie qui, depuis la loi de 1965, sous-tend la justice des mineurs, à savoir qu'un mineur délinquant est avant tout un mineur en danger? C'est ça qu'en fait le récit de William tente de montrer. Encore une fois, je ne suis pas juriste, mais le pourquoi on a choisi William, c'était justement parce que son parcours est exemplatif d'un jeune qui avait besoin de soutien, qui avait besoin d'accompagnement, et qu'il est passé à travers tout le système. Donc son récit témoigne finalement des failles de ce système. Et William est le symptôme d'une société qui faillit dans la mesure où les adultes n'ont pas su prendre
de protection à son égard. Et par rapport aux failles de la justice, les neurosciences le prouvent, un mineur, il n'a pas toutes ses capacités de discernement, de réflexion et d'émotion. Et dans le cas de William, est-ce que ces éléments, du coup non, mais pourquoi est-ce que ces éléments n'ont pas été pris en compte? Alors quand William commet les faits, il est âgé de 16 ans. Le procès a lieu 2 années plus tard. Il est expertisé par un psychiatre qui le déclare psychopathe. Et là aussi est une grosse question dans ce dossier. C'est sur quelle base? Vous le dites très bien, avant 25 ans, il aurait fallu laisser à William le temps de maturer. Et je pense que nous allons, je dis nous, c'est l'équipe du délégué général aux droits de l'enfant, son avocat, essayer de revoir ce diagnostic. Alors vous avez choisi la culture, la narration pour William. Est-ce que ça l'a aidé? Oui, vraiment. Parce que quand je le rencontre, William est dans un état de désespérance totale. Quand on prend presque la perpétuité, comment se projeter? Et le fait de faire son récit, ça permet de remettre du mouvement dans son histoire, de réfléchir au passé, supporter le présent et l'idéal de se projeter. Et là, William s'est projeté en témoignant, parce que quelque part, par son témoignage, il sort de prison. En tout cas, symboliquement, il sort de prison et il nous interpelle sur justement une société qui incarcère des mineurs. Merci beaucoup, Merci Isabelle à vous. Serret, et bon festival. Merci. French 79, alias Simon Hainer, est la nouvelle étoile montante de l'électro-française. Un Marseillais qui compose des styles sonores sur fond nostalgique. Focus sur cet artiste qui transforme ses notes en évasion. Focus. French 79, c'est Simon Hainer, l'un des héritiers de la French Touch, aussi appelé l'électro à la française. T'as déjà bu un French 75? Tu sais ce cocktail à base de champagne? C'est de là que vient son nom de scène. T'ajoutes son année de naissance, tu mixes et t'obtiens French 79. Simon, c'est un touche-à-tout. Compositeur, instrumentiste et vocaliste. Il fait tout solo et joue en live. À Marseille, il commence en tant que guitariste et chanteur pour des groupes comme Nasser et Husbands, et en parallèle, il crée son studio. Son premier EP, Angel, sort en 2014. Les bases de French 79 sont posées. Il va se rapprocher d'artistes comme Kid Francescoli et NTO, avec qui il va collaborer sur ses albums. Ça te parle, Daft Punk, R, M83, Jean-Michel Jarre? C'est un peu ses références musicales. Il s'en est inspiré pour écrire son premier album Olympique, sorti en 2016, qui le révèle avec le titre Diamond Veins. Il a même été utilisé pour une pub McDo. En 2019, il sort son deuxième album Joshua, sur lequel paraît le morceau Hometown, qui comptabilise 39 millions de vues sur YouTube. Il poursuit en 2023 avec son dernier album, Teenagers, tout simplement. Je pense que c'est un peu la liberté. Je me suis permis de faire des choses qu'on ne fait plus trop aujourd'hui. Je pense que l'adolescence, elle est quand même très fondatrice de plein de choses. La liberté, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, le fait de pouvoir se lâcher. J'essaie plutôt de m'inspirer de choses que je vis, d'émotions que je ressens qui n'ont rien à voir avec la musique, quoi. Par exemple, quand je pars tout seul faire de la voile pendant une semaine ou quand je pars en montagne. French 79, c'est un musicien qui a besoin d'aventure pour composer, comme un navigateur a besoin de musique pour naviguer. French 79 était l'une des têtes d'affiche de cette édition. Nous avons eu la chance d'assister à son concert, mais aussi de l'interviewer en coulisses. C'est un reportage d'Alicia et Joséphine. Libère les what? Je viens voir French 79. French 79. French 79. Bon les gars, on va mettre fin au débat. C'est French 79. Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de le voir, il est passé 3-4 fois à la baie. Et d'ailleurs, les Belges ont une petite place dans son cœur.
Quand même différent de la France et je crois que je le préfère. Ouais. Enfin, je sais pas, vous êtes très enthousiaste. Cette fois, il est l'une des têtes d'affiche du Festival des Libertés qui porte des valeurs importantes à ses yeux. La démarche du festival, elle représente un peu ce que j'aime bien. C'est important aujourd'hui pour les artistes de s'engager un peu dans des choses, je sais pas, je dirais solidaires. Je trouve que la programmation, de manière générale, du Festival Liberté, ça fait 10 ans que je viens chaque année parce qu'il y a une programmation qui est assez éclectique. Donc oui, il a sa place. Se considérer comme un artiste engagé alors qu'il n'y a pas de parole, c'est pas facile non plus, quoi. Mais le point fort de French 79, c'est sa scénographie. J'aime bien aussi faire de la musique qui se prête bien à l'image, pour le cinéma, pour d'autres vidéos et tout ça. Une chose est sûre, French en live, il fait voyager et rêver son public. Très belle découverte, super, les jeux de lumière étaient super top. Mais c'était très bien, c'était planant et c'était... Ouais, la deuxième partie était quand même plus clubbing, quoi, et bien partie. Toi t'aimes bien le clubbing, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, pareil, c'est important de faire des concerts avec... finalement, la salle, elle n'est pas remplie. Bon, bah voilà, c'est ça qui va faire que le jour où la salle, elle sera pleine, on va être fou de joie. Et ce soir, la salle était bel et bien pleine. French 79 a entraîné son public et son concert a été un franc succès. Le festival bat son plein, nous vous avons tendu le micro. C'est le moment où vous prenez la parole pour balancer votre liberté. C'est une séquence signée Camille et Leila. C'est ma mère en fait. Donc voilà, nous sommes père et fille. Non, en vrai, c'est mon fiancé. Du coup, notre relation, on est frères et sœurs. Alors, nous sommes en couple. On est copines et on s'adore. On est sœurs. On est en couple et on s'aime. Le dialogue plus important, c'était quand elle a piqué la voiture de son grand-père et qu'elle est allée faire un petit tour. Le dialogue le plus important pour l'instant, c'était les moyens de contraception. Le fait d'assumer tous les deux pleinement notre bisexualité. C'est à quel moment et qui doit promener les chiens en fait. Et de la vivre au jour le jour. C'est quand elle m'a annoncé qu'elle préférait les filles que les hommes. On s'est dit toute notre vie qu'on ne parvenait pas à dialoguer parce qu'on avait 10 ans d'écart. Le dialogue le plus important n'a pas encore eu lieu. Et puis un jour, quand on est toutes les deux devenues adultes, bam, on est parvenus à dialoguer. Et c'était incroyable. Non, dis-toi quand t'as roulé à 12 ans sur la route tranquille. Dis. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Demain, c'est un tout nouveau duo qui vous attend pour un tout nouveau numéro du Mag des Libertés. À demain! À demain!